Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Bonjour à tous et bienvenue à la première de notre émission Abyss. Alors Abyss, c'est une initiative de quelques Congolais qui veulent effectuer la démarche de s'asseoir ensemble pour réfléchir aux problèmes qui minent notre pays, le Congo. Mais y réfléchir posément, sérieusement et à fond afin de mieux appréhender l'avenir. Einstein disait, ce n'est pas que je suis plus intelligent, mais c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. Abyss veut tout simplement dire profondeur. Abyss, c'est la profondeur des profondeurs. C'est un mot qui est utilisé pour les fonds marins pour désigner la profondeur des profondeurs, c'est-à-dire des parties immergées que même l'homme n'a pu accéder jusqu'à ce jour. Dans le concept d'Abyss, en fait, notre but, c'est que tout Congolais ou même toute autre personne de toute autre nationalité, peu importe la race, l'origine, puisse aussi apporter sa part apporter une contribution à la reconstruction du pays. En effet, le but, c'est qu'on s'est demandé à un certain moment comment nous, les Congolais, en sommes arrivés là. Pourquoi nous réfléchissons comme nous réfléchissons? Pourquoi nous réagissons comme nous réagissons? Pourquoi on n'arrive pas à s'unir? Pourquoi tant de divisions? Pourquoi est-ce que, quoi que l'on fasse, on a le sentiment de toujours retourner à la case départ? Et on s'est posé la question, on s'est dit, mais d'où cela vient? Alors, on a essayé de remonter un petit peu à nos origines, remonter un petit peu le cours de l'histoire, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous tient, qu'est-ce qui nous rend captifs de cette façon de penser et de réfléchir et d'agir. Alors, pourquoi remonter jusqu'aux origines de notre histoire? Tout simplement parce que nous avons estimé qu'une fois que l'on a compris d'où l'on vient, on comprend ce que l'on est, qui on est, pourquoi on en est là, ce qui peut nous permettre de mieux appréhender l'avenir avec toutes ces difficultés. Notre premier invité cet après-midi est le pasteur Koshikanta Matunga. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Alors, vous êtes le pasteur actuel à AEG Goshen à Verviers. Nous sommes actuellement, donc nous sommes dans la ville de Verviers. Et vous avez été aussi pasteur de la Vérité en Christ à Montréal, pasteur de Church of Dallas, Church of Love à Dallas, de la Vie Abondante à Boston, berger du groupe de l'amphithéâtre à Lincoln, berger Action évangélique de la Gombe, encadreur de la jeunesse à la Borne, du pasteur Jacques Verneau et activiste depuis 1988. Alors nous allons profiter que nous avons un pasteur ici avec nous. Pasteur, si l'on regarde un petit peu notre façon nous, de nous comporter, de réagir, de réfléchir, nous voyons déjà que nous sommes un peuple qui prions, entre guillemets, énormément. Énormément. Mais nous avons l'impression que Dieu n'agit pas, en fait. Et j'ai vu, je sais qu'un de vos adages préférés, c'est si ta prière n'est pas une force, elle est une farce. Alors, est-ce qu'on peut considérer, parce que la prière du Congolais, elle est tout sauf une force. Est-ce qu'on peut considérer que la prière du Congolais est une farce, avant d'entrer dans le vif du sujet? Oui, merci pour cette pertinente question, parce que c'est vrai que quand nous voyons d'emblée comme ça, nous voyons que le pays ou le peuple congolais, depuis un moment, prie beaucoup, et même prie beaucoup pour le pays, disons, de tout ce qui se passe au pays, tout ça. Et la prière reste le même principe. Si elle n'est pas une force, elle est une farce. Mais prier, c'est bien. Mais la prière, ce n'est pas le fait de crier ou de parler. Mais la prière, c'est le fait
de suivre certains principes, c'est de se mettre dans les conditions de l'exaucement. Parce que même le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appris à prier, il nous a montré qu'est-ce qu'il fallait faire. Et un exemple simple que je peux tirer de la Bible dit que quand tu veux offrir à l'Éternel une offrande, eh bien, et que tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, tu laisses là ton offrande et tu vas régler ce problème avant de revenir offrir. Donc, ce qui veut dire que même si tu offrais sans régler ce problème, ton offrande ne servirait à rien. Alors, au lieu de commencer à prier, nous devons régler d'abord certains problèmes que nous devons régler avant d'accéder à la prière. Et c'est ce qui fait que nous voyons beaucoup de gens qui crient, qui jeûnent, qui font plein de choses. Il y a même des gens qui jeûnent 120 jours, mais il n'y a pas de résultat, parce qu'il n'y aura pas de résultat non plus tant qu'on n'a pas réglé le problème qu'on doit régler. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, le Congo a besoin des institutions fortes. Des institutions fortes, ce sont les hommes qui créent les institutions fortes. Donc, à la base, il faut que les hommes soient forts. Quand on considère que, même parmi les combattants, il n'y a pas moyen de s'entendre, quand on considère que même dans l'opposition, il n'y a pas moyen de s'entendre, il me semble que les Congolais sont conçus de façon à ce qu'ils ne puissent pas s'entendre ni se mettre ensemble pour avoir, en fait, tendre vers une vision commune et pouvoir être beaucoup plus objectif. Alors, je me demande un petit peu, à la lumière soit de la spiritualité ou de la philosophie ou de notre histoire, d'où vient le problème et comment est-ce qu'on se sort de ce pétrin, en fait. Parce que c'est quand même la condition sine qua non pour le salut du peuple, c'est que les Congolais puissent pouvoir se réunir et former une espèce de coalition forte. Comment est-ce qu'on se sort de cette mentalité, en fait, d'où elle vient et comment est-ce qu'on s'en sort? Eh bien, il y a une chose qui est vraie, la Bible dit qu'au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Eh bien, nous voyons qu'effectivement, les jours que nous vivons dans notre pays aujourd'hui, ce n'est pas le jour de bonheur. Donc nous n'avons pas raison de nous réjouir. Mais nous avons besoin maintenant de nous asseoir et de nous poser des vraies questions. Et c'est en se posant des vraies questions qu'on arrive à réaliser ou à avoir des pistes de solution de notre situation. Parce que c'est bien beau de parler de tout ce qui se passe dans la vie du Congolais aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui s'est passé bien avant cela pour que le Congolais arrive à être ce qu'il est aujourd'hui. Tu sais, Jean-Paul Sartre a dit quelque chose qui est très intéressant. Il a dit que ce qu'un homme, ce n'est pas ce qu'on a fait de lui, mais ce qu'il a fait de ce qu'on a fait de lui. L'homme congolais est en face d'un choix parce qu'on a voulu faire de lui ce qu'il montre comme activité aujourd'hui. La méchanceté, la haine, le traîtrisme et tout ce qu'on peut citer. Mais quand vous dites « on », vous pensez à qui? Eh bien, c'est de là où je repars dans l'histoire du Congolais. Parce que l'histoire du Congolais, c'est que j'aimerais encore que nous puissions bien comprendre, n'a pas commencé avec la colonisation. Parce que très souvent, les gens pensent que, et quand ils pensent sur beaucoup de choses, ils ne voient que l'histoire à partir de la colonisation. Mais l'histoire du Congolais était déjà bien avant la colonisation. Mais pour ne pas beaucoup plus aller dans le cours d'histoire en ce moment-ci, nous allons quand même essayer de remonter les choses à partir de l'histoire de la colonisation. Quand les colons sont arrivés, et bien entendu, ce n'était pas des millions de gens qui sont arrivés. C'était un groupe de gens qui étaient confrontés à des millions de gens qu'ils devaient coloniser. Parce que la pensée même déjà de la colonisation, ça veut tout dire. Coloniser veut tout simplement dire enlever les pensées des gens pour être remplacés par les pensées des colons afin de les diriger et les dominer. Et c'est comme cela qu'ils sont venus pour essayer de bien maîtriser ces peuples et de continuer à les diriger comme eux le veulent. Et le voulaient plutôt. Alors maintenant, pour le faire, il fallait qu'ils essayent de créer un système qui va garder les Congolais dans une sorte de prison, en fait. Et une prison il n'y a pas de chaîne physique, mais ce sont des chaînes mentales. Et c'est ça la pire de toutes les prisons. Parce que pour changer un peuple, il faut changer sa mentalité.
Il faut enlever tout ce qu'il avait pour et remplacer par ce que toi tu veux. Et c'est comme cela qu'ils ont utilisé les systèmes qui existaient déjà bien avant. Dans le XVIIe siècle, il y a eu William Lynch qui avait ramené cette manière de faire aux esclaves. Et c'est comme ça qu'ils ont utilisé le même système pour essayer de conditionner l'homme afin que cet homme-là puisse être à leur merci. Mais le comble dans tout ça, c'est quoi? C'est que quand, dans les années 60, il y a eu ce qu'on a appelé la période des indépendances ou de la décolonisation, mais la décolonisation s'est faite seulement dans un papier et non pas dans le mental. Donc le mental de l'homme congolais n'a jamais été décolonisé, quand bien même on lui a donné un papier disant que tu es décolonisé, tu es indépendant. Or, c'est ça maintenant parce que ça continue à agir jusqu'aujourd'hui. Nous avons eu nos premiers dirigeants du Congo, bien entendu, étaient des gens qui sont nés et grandis dans la colonisation, donc dans ces systèmes-là. Et nous sommes la première génération qui sont nés après la soi-disant période. Mais comme je le dis tout haut, que la décolonisation n'a jamais été réellement faite. Et c'est comme cela que nous continuons à agir comme c'était prévu dans le programme. Deux Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble. Si tu fais quelque chose, je dois te trahir. Donc, il suffit que... Donc, je ne peux pas être content du travail de mon frère. Il suffit que mon frère fasse quelque chose. Je dois tout faire pour essayer de les descendre. Et c'est comme l'exemple très clair, c'est l'exemple de crabe qu'on met dans un panier qu'on ne peut pas faire sortir. Donc, on n'a pas besoin de couvrir quoi que ce soit. Personne ne sortira. À chaque fois que quelqu'un voudra sortir, l'autre la ramènera en bas et ils vont tous rester ensemble. Et c'est ainsi, parce que toutes ces choses, le temps peut-être nous manquerait d'expliquer ça vraiment en détail, mais toutes ces choses, ce sont des travaux qui ont été faits pendant longtemps. On a travaillé ça jour après jour pour que l'homme soit formaté dans ce sens-là et qu'il devienne ainsi. Mais ça, c'est, je dirais qu'il y a une, bon, je peux dire qu'il y a une part de vérité, mais est-ce que, vu un petit peu notre tendance à réagir de façon immature et à se trouver les boucs émissaires, est-ce que c'est pas un peu trop facile de dire c'est la faute aux colons, c'est la faute aux blancs? Parce que dans le temps aussi, on voit que le Congo était divisé aussi en royaumes, en chefferies. Il y avait des Luba, il y avait le Congo, il y avait les Lunda, il y avait les Kuba. Il y avait déjà des divisions à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire que ça vient du colon? Non, il n'y avait pas de divisions. Il y avait des royaumes autonomes. Qui se faisaient aussi constamment la guerre, non? Non, attends, c'est comme aujourd'hui. Nous avons la Belgique, nous avons la France, nous avons... Donc chaque pays est autonome. Mais bon, bien entendu, quand et surtout en ce moment-là, pour agrandir ton royaume, il fallait faire des conquêtes. Donc c'était quelque chose qui était normal. Mais quand on a décidé de créer ce qu'ils ont appelé l'État indépendant du Congo, ils ont mis ces royaumes-là ensemble par leur décision et non pas par la volonté de ces royaumes-là. Déjà, ça c'était déjà un problème qui était très sérieux. De rassembler des gens qui n'ont pas été supposés être rassemblés. Vous les avez rassemblés, vous les avez mis dans une assiette et vous avez décidé qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes un pays. Ok. Ça va. Mais le problème du Congolais n'est pas le fait que tu es mon Luba ou tu es mon Congo. Le problème du Congolais, c'est que même deux Baluba ne peuvent pas être ensemble. Ce n'est pas seulement que mon Luba et mon Congo ne peuvent pas être ensemble. Non. Même les deux Baluba là, ils ne peuvent pas être ensemble. Même les deux frères d'une même famille ne peuvent pas être ensemble. D'où l'on peut conclure que c'est l'impact de la colonisation sur notre mémoire collective. Comme je le dis, c'est le conditionnement. Il fallait les conditionner ainsi. Parce que, vous savez, je vais vous donner encore un autre exemple. Vous avez les éléphants dans un cirque. Vous allez voir un très grand éléphant, mais il est attaché à un tout petit tronc d'arbre qu'il peut juste bouger un peu et faire envoler. Mais il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que cet éléphant-là, dès qu'il était encore éléphanto, on l'attachait à un tronc d'arbre très grand. Et à chaque fois qu'il voulait se dégager, il ne pouvait pas.
Et on lui a fait comprendre comme ça pendant des années qu'une fois attaché à l'arbre, tu ne peux plus bouger. Et cet éléphant, comme l'éléphant a une très bonne mémoire, il a gardé ça dans son système pour qu'à chaque fois qu'il sera attaché dans un tronc d'arbre, cela veut dire ne bouge plus. Alors il reste là. Donc en fait, c'est tout un système qui est mis en place pour essayer de garder les gens dans cette forme-là. Et en plus, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, de dire que non, si jamais nous cherchons de bouc émissaire, le problème c'est lequel? Le problème est que nous sommes tous les hommes, nous sommes en face de choix. Nous sommes en face de choix. Chaque jour de notre vie est un choix que nous faisons. Et comme je l'ai dit, Sartre a dit, c'est qu'un homme, ce n'est pas ce qu'on a fait de lui. On a voulu faire de nous les traîtres, le méchant, les déloyaux, tout ça. C'est ça ce qu'on a voulu faire de nous. Mais ce que nous sommes réellement, c'est ce que nous avons accepté de ce qu'on a voulu faire de nous. Et c'est là maintenant que vient notre part de responsabilité. D'accord, c'est en fait ce que je voulais comprendre. Mais si l'on doit disséquer, je me dis aujourd'hui, nous sommes formatés ainsi, et avec les problèmes qu'il y a au pays, il y a eu beaucoup d'immigration, en fait, de brassage de diverses cultures. Est-ce qu'aujourd'hui, il est évident de se refaire, en fait, de se décolonialiser et laisser, en fait, mettre de côté tous les acquis inconscients qui découlent de la colonisation, de notre éducation aussi, parce que bon, nos parents, eux, nous ont transmis ce que leurs ancêtres leur ont transmis, nos ancêtres, eux, l'ont tenu, ça de ce que les colons leur ont transmis. J'ai dit, comment doit se faire ce travail-là de décolonisation, parce que c'est pas une mince affaire. Évidemment que ce n'est pas un truc qui se fera par imposition des mains ou juste on dit, ok, soyez décolonisés, vous êtes décolonisés. Non, parce que eux aussi, ça leur a pas pris un jour pour mettre les gens, toute une nation, tout un peuple dans ces conditions-là. Et c'est un travail qui doit se faire, un travail bien entendu collectif, où déjà, mais la première des choses, c'est la prise de conscience. Si on prend conscience que donc voilà, on a un problème. Parce que le comble, c'est que aujourd'hui, personnellement, dans ma petite expérience de cette année que j'ai en essayant de m'occuper de l'homme, donc tu comprendras que l'homme a toujours tendance à condamner l'autre. L'autre, c'est l'enfer. C'est l'autre le bon problème. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on ignore ce que nous sommes. Or, la maladie incurable, c'est quand l'homme ignore son ignorance. Quand tu ignores que tu es ignorant, eh bien, tu es incurable. Mais une fois que tu es conscient que j'ignore, c'est déjà un pas vers la connaissance. Parce qu'une fois que tu es conscient que non, en tant que personne, en tant que Congolais, moi aussi, j'ai un problème. J'ai un problème parce que personne ne peut prétendre que moi, je n'ai jamais déçu quelqu'un. Nous avons tous déçu quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Nous avons été traîtres d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, posons-nous la question, pourquoi nous avons développé le traîtrisme comme une richesse nationale? Pourquoi nous avons développé la méchanceté comme une richesse nationale? Pourquoi nous avons développé... C'est comme ça que même aujourd'hui, au fait, même dans la communauté congolaise, le mot sorcellerie est devenu un mot normal. Parce qu'en fait, le sorcier, c'est qui? Le sorcier, ce n'est pas seulement celui qui vole la nuit, qui fait les choses. Mais le sorcier, c'est le méchant qui donne une méchanceté gratuite à l'autre. Et quand même si aujourd'hui on en prend conscience, hein, c'est vrai que c'est déjà un premier pas, parce que c'est vrai qu'il est grand temps que l'on se responsabilise un peu, qu'on devienne un petit peu mature et qu'on réagisse comme des adultes en disant, voilà, quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce que moi je dois faire. Mais on peut être confronté à un certain problème en fait, parce qu'une fois qu'on a pris conscience, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui prennent conscience de ce qu'elles sont, mais elles ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Exactement. D'autant plus qu'il y a aussi l'influence des gènes en fait. Hein. Tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est vrai que c'est le résultat d'un façonnement, d'un formatage, mais à un certain moment,
ça rentre dans les gènes et ça se transmet de génération en génération. Donc, on a affaire à une aliénation mentale, une aliénation spirituelle, mais elle est aussi génétique. Comment, encore une fois, la question, comment fait-on pour sortir de là? Exactement. Donc, en fait, le problème, c'est que, bon, aujourd'hui, là, je ne pense pas que par A plus B, je vais dire que, donc, voilà, tu montes, tu descends, et puis ça va sortir, et puis tu deviens décolonisé, et bien, tu deviens libre de ces choses d'un coup. Non. C'est tout un processus. Et d'ailleurs, ces derniers temps, je suis en train d'essayer d'en parler pendant vraiment... ça fait déjà presque 2 mois que je suis en train de parler sur le sujet, donc je ne pourrai pas, dans quelques minutes, essayer de tout en parler. Mais sinon, ce que je peux dire, tout d'abord, le premier point, comme je dis, la prise de conscience. Prendre conscience du mal qui existe dans notre communauté, du mal qui existe dans notre vie. Il y a une phrase que Martin Luther a dit, que je trouve qui est vraiment un peu pertinente, surtout dans notre cas d'aujourd'hui, c'est qu'une église qui ne répond pas aux problèmes de sa communauté, c'est une église qui a raté sa mission. Et moi, je crois que si Dieu a permis que nous puissions avoir l'église aujourd'hui au Congo, c'est parce que c'est par là que la solution peut venir. Je ne dis pas que les politiciens et les autres ne peuvent pas amener quoi que ce soit, mais le problème qui est là est que nous avons un problème qui est profond, un problème qui est spirituel et mental et psychique, en fait. Alors, le domaine de l'âme, c'est un domaine qui est très important. Et c'est comme cela que même quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Jésus-Christ, en venant, il a bien dit, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Mais quand il parle de cœur brisé, ce n'est pas seulement le cœur brisé que parce que tu as été déçu par un mari, ou déçu par une femme, ou bien parce que ton père ne t'a pas aimé, tout ça. Non, ce n'est pas seulement ça. Parce que les gens se concentrent très souvent en parlant de cœur brisé, de chocs émotionnels que nous avons eus dans notre vie. Mais il y a des chocs, il y a des choses qui... Donc le cœur a été brisé déjà dans les gènes. Donc, parce que c'était ça le programme qui a été fait. Pour que l'homme qui vient, l'homme colonisé, avait un cœur qui était déjà brisé dans ses racines. Parce que pour qu'on te remplace une mentalité, il faut qu'on te brise ce que tu as comme information aujourd'hui. On doit enlever ça et te mettre une autre information. Et cette information-là te détruit. Or, avec un cœur pareil, tu ne peux pas être à la hauteur de ta mission en tant qu'homme. C'est comme ça que quand même je dis, même la prière, là, les gens disent, prions pour le Congo, prions pour le Congo. Je suis désolé de leur dire que le Congo n'a pas besoin de la prière. Vous allez me dire, mais pasteur, comment ça le Congo n'a pas besoin de la prière? Je vais vous dire. Le Congo, en tant que pays, n'a pas besoin de la prière. Le Congo est même la démonstration de la bénédiction dont a parlé Dieu à Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Le Congo est une source de bénédiction pour le monde aujourd'hui. Tout le monde entier ne peut pas fonctionner sans le Congo. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans le monde, on le trouve au Congo. Parlant de la technologie, parlant de l'eau, parlant de l'agriculture et de toutes ces choses-là, on le trouve au Congo. Et quand nous voyons, quand la Belgique vient au Congo, la Belgique est bénie. Quand l'Amérique vient au Congo, l'Amérique est bénie. Quand même le Rwanda vient au Congo, le Rwanda est béni. Donc ça veut dire que le Congo est en train de régénérer des bénédictions. Mais le problème, celui qui a un problème, ce n'est pas le Congo, c'est le Congolais. C'est comme ça que nous devons maintenant passer notre temps à fixer le problème du Congolais. Or, maintenant, le grand problème du Congolais aujourd'hui, c'est que le Congolais ne voit que le problème qu'il y a devant lui. Et il ne voit pas d'où vient que moi, Congolais, je suis méchant. D'où vient que moi, Congolais, j'ai développé la culture de l'injure. Parce que facilement, le Congolais insulte. Facilement, le Congolais est en train d'haïr. Et il ne comprend même pas pourquoi est-ce qu'au lieu de réfléchir normalement, nous réfléchissons seulement, nous développons notre connaissance que dans les injures. Et je bénis le Seigneur pour cette émission qui veut que nous puissions réfléchir. Alors nous allons réfléchir. Nous allons nous poser de vraies questions. Comment sortir de cette histoire?
Autre chose, pasteur, je ne vous interromps pas, mais c'est parce que vous avez parlé de l'Église. Alors aujourd'hui, comme nous sommes toujours dans cette mentalité-là de trouver le bouc émissaire, aujourd'hui, l'Église est regardée par la plupart des Congolais comme une institution destructrice. Je pense et j'en suis sûre, c'est aussi parce que énormément de pasteurs, de prétendus pasteurs qui se sont levés, qui ont prétendu donner des solutions et qui ont abusé des âmes en peine, des pasteurs infidèles, des pasteurs qui embrassent les femmes, des pasteurs qui sont injurieux et pas mal de pasteurs aujourd'hui qui sont corrompus. Alors, d'où, c'est vrai qu'on peut parler de l'Église comme la solution, mais je pense que face à ces phénomènes, quelque part, le Congolais a aussi perdu ses repères et aussi perdu sa confiance en l'Église. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, une Église qui ne répond pas aux besoins de sa génération a échoué. Alors comment faire confiance à une Église qui échoue? Eh bien, et c'est ça. Le problème, c'est que je ne demande pas aux gens de faire confiance à l'Église. Je demande à l'Église de faire ses preuves. Donc, il y a une nuance. Parce que je n'ai pas demandé aux gens de faire confiance à l'Église. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons ce que nous voyons, nous comprenons que, c'est ma honte même que je le dis, que l'Église a échoué au Congo. L'Église a échoué. Parce que l'Église ne répond pas aux problèmes du peuple. Parce que le peuple a besoin de se décoloniser d'abord. Ce dont le peuple a besoin maintenant au Congo, ce n'est pas de lui dire que tu seras béni. Ce n'est pas de lui dire que tu auras, je ne sais pas moi, des richesses, tu auras ceci, tu auras cela. Non, le peuple n'a pas besoin de ça. Les gens n'ont pas besoin, et même passer tout son temps à attraper des sorciers à gauche, à droite, que oh, c'est ton oncle qui te fait ceci, oh non, tu es sous la servitude, tu es ceci, tu es cela. Ça, c'est ce que finalement, Karl Marx a dit, la religion est l'opium du peuple. Parce qu'elle est en train de droguer et endormir les gens. Et c'est à ma honte que je le dis, que l'Église ne fait pas son travail. Parce que si l'Église pouvait faire son travail maintenant, prendre conscience maintenant de refaire son travail, les gens vont commencer à avoir de bons sujets de réflexion. La Bible dit au jour du malheur, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Asseyons-nous, posons-nous des questions. Comment est-ce que nous pouvons sortir de ce fléau qui est en train de détruire notre société? Parce que aujourd'hui, quand nous regardons, la société congolaise n'est pas détruite par les étrangers. C'est vrai qu'on passe notre temps en disant que oh non, voilà, nous sommes envahis par les Rwandais, nous sommes... Mais les traîtres, qui sont les traîtres? Qui ont laissé les Rwandais entrer? Est-ce que les Rwandais sont entrés maintenant? Quand est-ce que les Rwandais sont entrés au Congo? Est-ce que les Rwandais ont réellement cette force de rester au Congo? Ça, c'est encore une autre question. Pourquoi nous vivons ce que nous vivons? Quand nous allons dans le bureau au Congo, quand tu rentres dans un ministère pour essayer de faire... Est-ce que ce sont les Rwandais qui sont dans ces ministères-là? Pas du tout. Ici, même à Verviers, si les gens ne s'entendent pas, s'il y a des divisions même dans des communautés, est-ce que ce sont les Rwandais qui sont à la base de ça? Pas du tout. Bien aimé, je ne suis pas en train de dédouaner qui que ce soit dans cette affaire, mais je veux tout simplement que le Congolais puisse prendre conscience de son problème. Parce que très souvent, c'est facile de dire que c'est telle personne qui est à la base de mon problème. Et c'est même ça, c'est une déformation de l'Église actuelle, de voir le diable partout. C'est le diable qui m'a mis dans cet état. C'est le diable qui a fait ceci. C'est le diable, ce sont les sorciers qui sont en train de me faire ce que je suis en train de vivre. Nous éprouvons d'énormes difficultés à nous remettre en question. Et ça nous empêche d'avancer en fait. Parce que si on pouvait se remettre en question, on veut toujours de dire, comme les enfants, ce sont les enfants qui agissent comme ça. Papa, c'est pas moi, c'est lui. Papa, c'est pas moi, c'est lui. Exactement. Parce que quelque part, il ne sait pas prendre ses responsabilités. Mais alors, on est un petit peu comme des enfants, en fait. Je crois qu'à un certain moment, il faut pouvoir se dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en tout cas, je bénis aussi le Seigneur pour cette émission. Donc, c'est une occasion aussi de se dire, quelle est ma part de responsabilité? Dois-je toujours trouver des boucs émissaires? Parce que si on passe notre temps à trouver des boucs émissaires, on ne sera jamais responsable, on ne pourra jamais prendre nos responsabilités. Exactement. Exactement. Parce que tant qu'on sera là, en train de se poser des questions pour savoir, ah non, telle personne c'est telle personne qui a fait ceci, c'est telle personne qui a fait cela. Alors maintenant, toi, tu fais quoi?
Aujourd'hui, au moment où nous parlons, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message aux opposants politiques, aux combattants qui, pour certains, on ne va pas décourager les bonnes volontés, mais c'est vrai que bon, il y en a qui œuvrent et qui pensent être sur le bon chemin en se battant pour le Congo, en se disant, bon, etc., etc. Donc j'imagine qu'il y en a quand même qui sont sincères. Bon, c'est vrai que c'est un mélange très hétérogène parce que chacun vient de toutes parts. Bon, on ne va pas se mettre à critiquer les combattants, mais il n'y a pas vraiment, on sent qu'il n'y a pas vraiment de coordination, etc. Mais on ne peut pas condamner ce mouvement d'éveil dans son intégralité. Mais si on peut quand même donner quelques conseils aux opposants, aux Congolais, aux combattants, à tous ceux qui œuvrent en ce moment pour la lutte, enfin, qui œuvrent pour aider le Congo à sortir de ce chaos, de ce marasme. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire en ce moment? En fait, personnellement, je me dis, ok, c'est bien le fait que tous ces mouvements sont nés aujourd'hui. Nous voyons les gens devenir de plus en plus conscients du mal-être qu'il y a dans ce pays. Mais un peu en retard, en fait, hein, parce que ils pensent, parce que, en fait, quand j'essaye de suivre, parce que je suis ça vraiment de près, hein, donc tout ce qui se passe et tout, je vois un peu leurs vidéos, tout ça, leurs réactions, leurs réflexions, tout ça, et je me dis, ok, c'est bien de comprendre qu'il y a un problème. C'est déjà une bonne chose, de comprendre qu'il y a un problème. Mais il faut maintenant voir quel est le problème. C'est quoi le vrai problème? Alors, dire aux opposants ou aux combattants quelque chose, moi je ne parle pas, je ne veux pas catégoriser qui que ce soit, aux combattants, aux opposants, aux mouvanciers, non. Pour moi, je veux donner un message aux Congolais. Parce que c'est à l'homme congolais qui peut régler le problème du Congo. Alors, si l'opposant là est un Congolais, si le combattant là est un Congolais, si le mouvancier là est un Congolais, c'est celui-là que je peux lancer un message. Donc je lancerai un message à tout celui qui est Congolais, que nous puissions nous asseoir et nous poser de vraies questions, pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Parce que la preuve en est que, même dans cette opposition-là, les gens ne s'entendent pas. Même dans ce combattant-là, ils ne s'entendent pas. Même des gens qui sont dans la mouvance-là, ils ne s'entendent pas. Ce sont de coups bas à gauche, à droite. Le traîtrisme est devenu notre emblème national. On est traître de nature. Donc, il faut seulement s'attendre à ce que quelqu'un va te mettre un couteau dans le dos. Alors ça, c'est un problème sérieux. Comment peut-on reconstruire un pays avec des traîtres? Ça, c'est impossible. L'individualisme, l'égoïsme. L'égocentrisme. La recherche de 5 minutes de gloire. Exactement. En fait, tout ça, c'est ce qui a été créé. Ça a été créé pour que même si on nous laisse libre, qu'on n'aille nulle part. Vous savez, on nous a mis dans une situation dans laquelle que, même si on nous laissait libre, que nous ne puissions pas avancer, avec tout ce que nous avons dans l'assiette, mais qu'on n'arrive pas à manger. En fait, c'est un petit peu comme si nous manquions de valeurs fortes et de valeurs morales nécessaires à la construction de choses beaucoup plus solides. Quoi. Parce que on voit qu'il y a vraiment des gens, j'ai rencontré des gens, mais vraiment plein de bonne volonté, intelligents. Mais à un certain moment, on a le sentiment que retour à la case départ. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment qu'il a été rattrapé par ses gènes. Il a été rattrapé par son conditionnement. Parce qu'à un certain moment, ça va être moi. Et je suis consternée quand je vois des personnes qui prétendent se consacrer à une cause aussi noble que la lutte et la délivrance du pays, et qui est autant de millions de morts, des femmes violées, et qu'à un certain moment, des personnes qui, parce qu'elles sont activistes, ou parce qu'elles sont combattantes, parce qu'elles sont opposantes, etc., on se met à les acclamer, et on voit qu'elles retombent dans la même mentalité que les musiciens. Elles deviennent des stars, elles deviennent des personnes super importantes, et là, l'orgueil les rattrape.
Et c'est dommage de se retrouver toujours à la case départ, alors que c'est une cause tellement belle et une cause tellement noble, et qui a impliqué tant de souffrances, des millions de morts, du sang coulé, des femmes violées et mutilées. Et ça c'est consternant. C'est consternant. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que, comme je le dis, je lance un message à tout Congolais, tout celui qui sait qu'il est Congolais et qu'il a un souci quelque part de voir les choses marcher un jour dans ce pays, ce qui n'est pas impossible, de s'asseoir et de se poser des questions, au lieu de commencer à pointer le doigt à qui que ce soit, au lieu de commencer à insulter. Parce que malheureusement, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont aussi trouver une raison ou une autre à insulter. Mais bon, je comprends qu'il ne fait que manifester ce qu'il est réellement. Et là encore, je comprends que nous avons toujours ce grand problème que nous devons essayer de résoudre. Merci, pasteur. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre émission, mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement, parce que nous avons soulevé pas mal de questions importantes, des questions que nous n'avons pas le temps de développer aujourd'hui le long de cette émission, mais nous allons les analyser et les développer, essayer d'y répondre étape par étape au fur et à mesure que les émissions se déroulent, et nous aurons aussi l'occasion de recevoir d'autres invités sur le plateau, toujours avec notre invité, le pasteur Koshikanta Matunga. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas. Donc, je pense que vous avez compris un petit peu le concept de cette émission. Donc, c'est une plateforme ouverte. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête, à nous apporter vos suggestions, vos questionnements. Abyss, donc, c'est un apport de cerveau. Ce n'est pas la guerre des cerveaux, mais c'est un apport de cerveau. S'il vous plaît, évitons les injures, ne basculons pas dans les injures et les insultes faciles, et évitons aussi les critiques qui ne sont pas constructives. Ce n'est pas le but, d'ailleurs, elles ne serviraient à rien. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour 40 autres minutes d'immersion dans les abysses du Congo. Merci à tous. Au revoir. Congo, boko na pamba, lobi, boko lula yango. Congo, bana bazali koyekola Congo, bako bikisa yo. Congo, mboka ya ba koko.